Avant le XXe siècle, un conflit naval disputé sur les vastes étendues du Pacifique était matériellement impossible. Mais avec l'avancée technologique dans le domaine du transport, l'océan était devenu un terrain susceptible d'être traversé par une importante flotte de navires de guerre. Au fil des années, la marine américaine a réalisé l'importance stratégique de cette immense étendue d'eau. Arrivé à Hawaï 2 semaines après l'attaque de Pearl Harbor, l'amiral Chester Nimitz assumait le commandement de la flotte du Pacifique. Pendant les 3 années et demie à venir, il allait s'employer à combattre les Japonais malgré le handicap d'un notable déséquilibre des forces. Nous faisions face à une tâche gigantesque. L'océan Pacifique totalise une superficie de 176 millions de kilomètres carrés. Faire la guerre sur cette immense étendue dépourvue de terre ferme représentait un énorme travail pour toute flotte militaire. Vu l'état de notre flotte début 1942, cela était impossible. Mais avec chaque bâtiment disponible, et grâce à la motivation de chaque officier et de chaque homme, nous étions déterminés à porter la guerre jusqu'au cœur même du territoire ennemi. Les Japonais nous avaient porté un coup meurtrier à Pearl Harbor, mais nous tenions à nous en relever, nous devions le faire. La flotte du Pacifique consacra toute son énergie à surmonter ce triste épisode. Les attaques japonaises du 8 décembre avaient transformé la Deuxième Guerre mondiale en un conflit totalement planétaire. Ils se sont attaqués là à une entreprise trop considérable pour eux. Après les crimes commis à Pearl Harbor, dans les îles du Pacifique, aux Philippines, en Malaisie et aux Indes néerlandaises, ils doivent réaliser que l'enjeu de leur démarche sera fatal. Beaucoup ont été sidérés de voir le Japon entrer en un seul jour en guerre avec les États-Unis et l'Empire britannique. Qui croit-il que nous sommes ? Ne réalisent-ils pas que nous ne cesserons notre combat qu'après qu'ils aient reçu une leçon qu'eux-mêmes et le monde entier n'oublieront jamais ? Le plan d'attaque de la marine nécessitait des bases avancées, à partir desquelles l'offensive contre l'ennemi pourrait être lancée. Elles étaient prévues aux îles Fidji, en Nouvelle-Calédonie ou encore à Espírito Santo. Au cours des premiers mois de guerre, l'établissement de ces bases, dont les noms étaient peu familiers, était d'une urgence capitale. Puisque ces îles étaient peu distantes des possessions ennemies, les avions étaient là-bas le bien plus précieux. Ces bases dans le Pacifique Sud, équipées à la hâte durant les premiers mois de guerre, contribuèrent grandement à freiner l'avance ennemie en direction de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Sans ces positions, jamais les États-Unis n'auraient pu être à même de mettre l'ennemi en échec dans les eaux lointaines du Pacifique. Mais si les avions arrivaient dans ces nouvelles bases, c'était par contre en nombre insuffisant. À cause de l'insuffisance de l'approvisionnement dans le Pacifique, mais aussi à cause de la préparation d'une grande offensive en Europe, les bases aériennes du Pacifique restaient sous-équipées. Dès leur arrivée, les nouveaux appareils étaient assemblés et étaient rapidement prêts pour leur premier vol. L'US Air Force était convaincu de l'importance de ces bases insulaires qui étaient souvent assimilées à des porte-avions insubmersibles.
Le génie de l'armée et de la marine travaillait sans relâche pour mettre ces nouvelles bases en état de fonctionnement. Chacun savait que c'était une course contre le temps, l'ennemi étant tout proche et capable de s'emparer de ces îles. Les unités du génie accomplirent des prouesses imaginables, parfois dans leur hâte, ils subirent de cruelles déconvenues. Dans leur progression au sud, chaque fois que les Japonais s'emparaient d'une île, ils y construisaient rapidement une base. Point de départ des futures attaques. La puissance militaire japonaise sur ces îles nouvellement conquises était considérable. La première préoccupation des militaires après s'être emparés d'une île était la construction d'une base aérienne. Mais une fois que les installations militaires étaient jugées satisfaisantes, l'activité se relâchait, la confiance dans les possibilités de défense étant totale. En ces premiers mois de 1942, les assaillants se permettaient de prendre du bon temps. Ils pratiquaient le baseball, un jeu qu'ils aimaient toujours, même si c'était le sport national de l'ennemi américain. La marine japonaise était très fière de sa flotte sous-marine, même si elle ne l'a pas réellement utilisée contre la flotte marchande alliée. Si les Japonais étaient passés maîtres dans la construction de sous-marins, ils ne surent jamais vraiment tirer le parti d'une arme offensive. Les militaires japonais n'avaient pas accordé une réelle importance à l'approvisionnement des troupes dans les positions avancées. Avec la prise de conscience des faiblesses de leur plan d'expansion, le commandement de l'armée impériale fit pression sur l'amirauté pour que des sous-marins de combat soient utilisés comme ravitailleurs. Mais les bâtiments importants de la marine étaient utilisés à bon escient. Les marins japonais étaient très compétents et possédaient un farouche esprit de combat. Depuis plus d'un siècle, jamais les États-Unis n'avaient eu à affronter un ennemi aussi coriace et aussi bien entraîné que les Japonais. En février 1942, la marine japonaise était au sommet de sa puissance et espérait un engagement contre la flotte alliée. Fin février, 2 unités nippones faisaient route au sud dans un mouvement de tenaille contre Java. Le 27 février, dans la mer de Java, les Japonais tenaient le combat qu'ils attendaient. Cet après-midi-là, ils rencontrèrent un mélange hétéroclite de bâtiments américains, néerlandais, australiens et anglais qui n'avaient jamais manœuvré ensemble. Les unités japonaises passèrent immédiatement à l'action. La flotte alliée, ne faisant preuve d'aucune coordination, était condamnée à la défaite. Sans perdre aucun navire, les Japonais anéantirent virtuellement la force alliée, coulant 2 croiseurs, 3 destroyers au cours des 8 heures de combat et mettant hors de combat 7 autres bâtiments qui tentaient de s'enfuir. À partir de ce moment, les Japonais possédaient un contrôle total de la mer. Mais le tableau n'était pas que sombre pour les Alliés. Fin janvier, une flotte de porte-avions et de navires reçut la mission de s'introduire dans les eaux ennemies et d'effectuer un raid contre les îles Marshall, une solide place forte dans les lignes de défense japonaises. À l'aube du 1er février, la flotte était en position d'attaque. Les avions et les navires attaquèrent 6 atolls au centre et à l'est de l'archipel. Au commandement de cette 8e Air Force d'intervention pour ce premier raid à l'intérieur des lignes japonaises, l'amiral Halsey ne cachait pas sa joie d'être le premier à frapper l'ennemi.
Cette attaque endommagea bien nombre d'installations nippones sur plusieurs îles. Mais le plus important fut peut-être l'effet psychologique produit sur les troupes alliées et le peuple américain. Quelques semaines plus tard, l'île de Wake fut attaquée, une île que les Japonais avaient eu tant de difficultés à prendre 2 mois plus tôt. Début mars, ce fut au tour des positions japonaises en Nouvelle-Guinée d'être harcelées par une unité aéronavale américaine qui porta 2 coups majeurs à Lae et à Salamao. Si ces attaques avaient un effet bénéfique sur le moral américain, le haut commandement, lui, ressentait la nécessité d'un audacieux coup d'éclat. Mi-avril 1942, le porte-avions Hornet mit le cap à l'ouest, avec à son bord une escadrille de bombardiers B-25. Le lieutenant-colonel Doolittle de l'US Air Force et le capitaine Meacher, commandant du Hornet, collaboraient pour une mission secrète, un raid aérien sur Tokyo. La 16e force d'intervention était commandée depuis l'entreprise par l'amiral Halsey, dont le désir de frapper plus profondément à l'intérieur des lignes ennemies allait être récompensé. Jamais auparavant, il n'avait été envisagé de faire décoller un bombardier de la taille d'un B-25 depuis un porte-avions. Même si les pilotes s'étaient entraînés au décollage sur une courte distance sur une base aérienne en Floride, c'était la première véritable tentative depuis un porte-avions. Chaque homme à bord retenait son souffle. Les 16 appareils décollèrent à intervalles réguliers en cette matinée du 18 avril 1942. Devant eux, la mission dont rêvaient tous les pilotes américains dans le Pacifique. L'amiral Halsey qualifia ce vol du plus courageux exploit de toute l'histoire militaire. Ce raid aérien sur le territoire ennemi eut un retentissement incroyable sur le peuple américain. Le commandant de l'expédition, le colonel Doolittle, montra une juste fierté devant l'exploit de ses hommes. Ce raid sur Tokyo, couronné de succès, est le résultat de plusieurs semaines de préparation minutieuse. Chaque pilote, copilote, bombardier, navigateur, mitrailleur, ainsi que les équipes au sol, étaient volontaires et se sont méticuleusement entraînés pour cette mission spécifique. Mais les Japonais restaient confiants dans leur possibilité d'étendre leur progression dans le Pacifique. En vue de s'emparer de Port Moresby au sud-est de la côte de Nouvelle-Guinée, une importante force navale fit route au sud. La flotte japonaise longea les îles Salomon et se dirigea vers Port Moresby. Cette force d'intervention était constituée de plusieurs redoutables bâtiments. La bataille de la mer de Corail représenta une évolution notable dans le combat sur les mers. Dans le conflit qui l'opposait au Japon, elle marqua pour les États-Unis un tournant dans l'issue de la guerre. La flotte japonaise se dirigeait vers son objectif. Pendant ce temps, une escadre américaine tentait de localiser les bâtiments ennemis. Le contact faillit être établi plusieurs fois. À l'aube du 4 mai, les avions américains s'apprêtèrent à décoller. Certains d'entre eux devaient attaquer quelques navires japonais à Tulagi. Mais la stratégie voulait que le plus gros des appareils reste à bord, prêt pour la défense des porte-avions. Cela signifiait que l'attaque se ferait sans la couverture de la chasse. De plus, aucun ordre ne fut donné aux bombardiers et aux avions lance-torpilles pour synchroniser leur attaque. Même s'il n'était pas encore les premiers mois de guerre, on ne peut pas considérer que cette attaque fut bien menée. Mais l'ordre de frapper l'ennemi fut mis à exécution. Si la stratégie montrait des points faibles, les hommes, eux, faisaient preuve d'une grande détermination.
U.S. forces took the initiative with great determination. La localisation du gros des forces japonaises échoua principalement aux appareils de l'aéronavale basés sur le Yorktown et sur le Lexington. Les avions basés au sol n'étant pas d'un grand secours dans cette recherche de la flotte ennemie se dirigeant vers la Nouvelle-Guinée. Les avions américains continuèrent leurs recherches pendant plusieurs jours. Alors qu'ils volaient en direction de la flotte ennemie, ils rencontrèrent un groupe d'appareils japonais recherchant, eux, la flotte américaine. Les pilotes des deux camps n'avaient qu'un but, les navires ennemis. Aussi, n'engagèrent-ils pas le combat. Lorsque les pilotes japonais localisèrent leur cible, les mitrailleurs américains les attendaient de pied ferme. Les bâtiments de la flotte japonaise furent eux aussi localisés et se mirent à zigzaguer pour éviter les bombes américaines. Les appareils américains coulèrent rapidement un petit porte-avions japonais, mais durant les 2 jours de combat, les avions japonais virent leur attaque couronnée de succès. Leur cible principale était bien évidemment les porte-avions. Le 8 mai, à 11h18, ils attaquèrent le Lexington. La perte de Lexington était un coup très dur pour cette flotte du Pacifique encore mutilée. Dans cette importante bataille de la mer de Corail, les pertes étaient équitablement réparties dans les 2 camps pour ce qui était des navires. Mais la progression japonaise avait enfin été stoppée. Tous les bâtiments coulés lors de ce combat naval d'un nouveau genre l'avaient été par des avions. Les navires n'ayant même pas engagé une salve. Les avions abattus étaient principalement basés sur des porte-avions. Les Japonais n'avaient pas encore réalisé que leur projet d'attaque future contre les forces américaines n'était plus un secret. Peu avant la bataille de la mer de Corail, la marine américaine avait réussi à déchiffrer le code japonais. Cette heureuse découverte survenait à un moment où la flotte du Pacifique semblait peu capable de faire face à l'ennemi dans ce si vaste océan. Comme pour la mer de Corail, les Américains connurent par avance le prochain objectif japonais. L'attaque de l'île de Midway, l'avant-poste le plus à l'ouest de l'archipel hawaïen. La flotte du Pacifique, pourtant fort éprouvée, quitta précipitamment le sud pour se porter à la rencontre des forces japonaises. La flotte américaine, renforcée par les navires basés sur place, engagea le combat contre un ennemi qui n'attendait pas de résistance à son attaque. Pour supplémenter ces porte-avions, les États-Unis bénéficiaient des bases aériennes cantonnées à Midway. 18 bombardiers B-17 arrivèrent à Midway depuis la base d'Oahu, quelques jours avant l'arrivée de l'ennemi au large de l'île. Les unités de l'aviation vinrent renforcer les défenses de l'île, qui consistait en une garnison de Marines et un groupement de l'aéronaval. Les hommes se préparaient à une bataille acharnée, tandis que l'heure de l'attaque ennemie approchait. Le 30 mai 1942, les avions basés à Midway entamèrent leur mission d'observation.
Les recherches durèrent plusieurs jours. Finalement, les 3 et 4 juin, la cible fut repérée. Les appareils de l'aéronaval se joignirent aux avions de Midway et le plus important combat naval dans le Pacifique commença. La plupart des combats se déroulèrent dans les airs. L'aéronavale japonaise passa à l'attaque avec pour cible les terrains d'aviation et les installations de Midway. Mais leur arrivée ne surprit pas les défenses de l'île. L'île et sa garnison eurent à subir un bombardement intensif, mais résistèrent avec succès à l'attaque. Durant les 3 jours de combat acharnés, les navires japonais manœuvraient désespérément pour échapper aux attaques des avions américains qui accomplirent des prouesses. Les avions de l'aéronavale américaine, aidés par les appareils basés au sol, changèrent l'issue de la guerre du Pacifique au large de Midway. L'expansion militaire du Japon s'arrêtait définitivement là, à Midway. La marine, les pilotes et les fusiliers marins avaient façonné l'issue de ce combat que les Japonais envisageaient comme un triomphe à la gloire de leur empereur. Les avions, lance-torpilles américains, réussirent des attaques héroïques contre les bâtiments ennemis. De nombreux coups au but furent à mettre à leur actif. Tous les gros porte-avions japonais engagés dans la bataille de Midway furent mis hors de combat. Les flots et les airs entourant Midway étaient nettoyés de tout ennemi. La marine américaine perdit le porte-avions Yorktown, mais le fut payé très cher aux Japonais. La victoire américaine mit fin à la menace qui planait sur Hawaï et sur la côte ouest des États-Unis. La bataille de Midway était la première défaite décisive de la marine japonaise depuis 350 ans. Midway révéla plus que jamais l'importance de l'aviation dans les combats navals. La flotte américaine avait encore à faire face à d'énormes tâches de traquer les Japonais dans les lointains contrées du Pacifique Ouest, mais l'avenir semblait plus optimiste. 2 mois plus tard, sur une île du Pacifique Sud dont personne n'avait entendu parler, eut lieu la première offensive terrestre menée par des troupes américaines au cours de cette Deuxième Guerre mondiale, le 7 août 1942. Les Marines américains envahirent Guadalcanal. Le Pacifique Est, pour beaucoup, évocateur de jungle moite proche de l'équateur, mais le très vaste bassin du Pacifique comprend également des contrées de climat et de terrain totalement différents. À l'extrême nord s'étire une chaîne de petites îles reliant l'Amérique du Nord au Japon.
En 1941, ces îles aléoutiennes prirent subitement une toute nouvelle importance. Parmi tous les territoires appelés à devenir des champs de bataille au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les îles aléoutiennes étaient le terrain le moins approprié pour des opérations militaires victorieuses. Les USA ne se préoccupaient guère de cette chaîne d'îles désolées avant 1940, ce qui n'était pas le cas des pêcheurs japonais. Depuis le début du siècle, les bateaux de pêche nippons sillonnaient les eaux au large des Aléoutiennes et l'Alaska. Ignorant les protestations américaines, ces pêcheurs exploraient chaque baie, chaque passage, pouvant se révéler utile à leur marine de guerre un jour. On pensait que parmi ces pêcheurs se trouvaient des officiers de marine déguisés. Les 30 000 âmes qui peuplaient l'Alaska s'étaient regroupées dans les quelques villes continentales. L'US Army ne comptait sur place que 300 hommes en 1939 et la marine ne possédait qu'une petite base pourvue de quelques navires légers. La marine maintenait en activité la seule station radio locale qui était mieux protégée que l'Alaska lui-même. En décembre 1941, lorsque les Japonais attaquèrent à 4000 km plus au sud, l'Alaska était virtuellement sans défense. Avec l'incursion japonaise dans le Pacifique, Midway devenait une cible évidente. Il en était de même pour la seule base américaine dans les Aléoutiennes, Dutch Harbor. Ces deux bases furent attaquées. Fin mai 1942, une flotte ennemie qui faisait route à l'est prit soudain la direction de Dutch Harbor. Début juin, sous couvert du mauvais temps, la flotte filait vers son objectif sans avoir été repérée, bien que les Américains n'ignoraient pas sa présence dans les environs. Les navires s'approchèrent jusqu'à 250 km de leur cible. Le mauvais temps qui s'était révélé profitable pour les bateaux ne l'était pas pour les avions. Sur les appareils qui décollèrent des porte-avions pour le raid sur Dutch Harbor, beaucoup se virent contraints de faire demi-tour. Mais ceux qui passèrent, 17 avions en tout, effectuèrent un raid remarquable du point de vue japonais. Sur Dutch Harbor, le temps était clair et les pilotes n'eurent aucun mal à pointer leur cible. Le dépôt de carburant, la station de radio, les baraquements militaires et les avions de l'aéronavale. Après 2 attaques, les installations du port avaient subi de graves dommages. Sur la côte ouest des États-Unis, la population ressentit les combats tout comme tout proche après l'attaque de Dutch Harbor. Les préparatifs de défense furent intensifs. Dans les États bordant le Pacifique, l'attaque ennemie était considérée comme imminente. Peu après l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais vivant sur la côte ouest furent rapidement transférés à l'intérieur du pays, loin des installations de défense. Des camps d'hébergement furent très vite construits dans les États de l'Ouest pour loger 100 000 Japonais ou citoyens américains nés de parents japonais. Pour les 3 ans à venir, les quartiers japonais des grandes cités côtières allaient demeurer déserts. Dans les États de l'Ouest, toute mesure était prise pour prévenir l'approche d'un sous-marin ennemi le long des côtes. Et les raids aériens étaient une éventualité qui ne fut négligée aucun moment. Le blackout fut décrété sur un territoire s'étendant jusqu'à 250 km à l'intérieur des terres. Les règles étaient strictes. Il était impératif qu'aucun ray de lumière ne puisse être visible d'un navire ennemi. Les pièces d'artillerie furent mises en place sur la côte, depuis la frontière canadienne jusqu'au Mexique. Toute la côte ouest devint un camp militaire. Les troupes arrivèrent par milliers et l'entraînement au combat commença. Cet entraînement fut mené avec le plus grand sérieux. Si les Japonais envisageaient d'attaquer les villes côtières des États-Unis, que ce soit par air ou par mer, on les y attendait de pied ferme. La côte ouest était en état d'alerte.
Quittant les camps militaires de l'ouest des USA, des milliers de soldats américains débutaient leur long voyage vers les différents fronts du Pacifique avec pour mission de stopper l'avancée ennemie. Dans le Pacifique Nord, une flotte japonaise, transportant des troupes d'occupation, fit route vers les Aléoutiennes au deuxième jour de l'attaque contre Dutch Harbor. En s'emparant de plusieurs îles à l'ouest de l'archipel des Aléoutiennes, l'ennemi garantirait son flanc nord et serait en position d'attaquer les bases américaines. Leur mission était de s'emparer des 3 îles, mais ce nombre fut finalement ramené à 2, Attu et Kiska. Le 6 juin, alors que la flotte japonaise essuyait une défaite cuisante à Midway, les troupes impériales débarquaient sur Kiska et s'emparaient rapidement de l'île. Les positions ennemies étant consolidées sur Kiska et Attu, à l'extrémité de la chaîne des Aléoutiennes, l'Alaska se trouvait menacée. La présence japonaise dans les Aléoutiennes constituait un danger pour le territoire américain. Pour empêcher l'avancée ennemie le long de la chaîne d'îles, les forces américaines occupaient Radak, à 400 km des positions japonaises sur Kiska. Le débarquement sur Radak eut lieu le 30 août 1942. Cette date marque la fin d'une période d'opérations défensives pour les forces américaines dans le Pacifique Nord. À partir de là, l'offensive serait la seule règle pour les troupes américaines aussi bien dans les Aléoutiennes que partout ailleurs dans le Pacifique. Pour répondre à ce besoin, tout le matériel nécessaire fut amené sur place. La préparation d'une opération contre les Japonais dans les Aléoutiennes nécessitait un équipement considérable. Une grande partie de ce matériel était inadapté à ces îles. Les GI qui mèneraient l'attaque auraient à faire face à 2 obstacles, le terrain et le climat, tous 2 exécrables et tout particulièrement pour une opération militaire. Tout aussi importante que les unités de combat, les unités du génie étaient aussi sur place. Construire une piste d'atterrissage était une tâche plus ardue dans le Pacifique Nord que partout ailleurs. Les travaux à Adak étaient menés bon train. Depuis cette île, les bombardiers seraient à même d'aller harceler les Japonais sur Attu et Kiska, affaiblissant les défenses de ces îles. Dans tout le Pacifique, la construction d'un terrain proche du Japon signifiait un nouveau pas vers une éventuelle victoire. 2 semaines seulement après l'arrivée des GI sur Adak, le génie y mettait la touche finale à la piste d'atterrissage. En janvier 1943, les troupes américaines firent mouvement vers Amichka, à seulement 80 km de Kiska. Pendant cette guerre, la vie des soldats se résumait en 2 mots, empressement et attente. C'était tout particulièrement vrai pour les GI présents dans les Aléoutiennes. La vie dans une base là-bas n'était qu'une succession de jours gris passés dans la même routine monotone. Il n'y avait que quelques heures chaque jour où les GI ne se sentaient pas abandonnés du monde entier. Il était difficile de garder la notion du temps, des semaines ou des mois, chaque jour étant identique au précédent. Mais parfois les conditions météorologiques rompaient la monotonie, même si ce n'était que pour devenir pire encore. Quand le Willowa, le fort vent des Aléoutiennes, se mettait à souffler, tous les GI s'employaient à consolider leur abri. Même les hommes qui avaient connu des tornades aux États-Unis n'avaient jamais rien vu de comparable au Willowa. Le climat des Aléoutiennes représentait un épineux problème pour l'aviation. Lors d'une journée, le temps évoluait de médiocre à exécrable. Le maintien en état de fonctionnement d'une base aérienne sur place exigeait beaucoup de patience et de volonté. Certaines tâches journalières étaient nouvelles pour les soldats originaires du sud des États-Unis. Certains d'entre eux ne s'acclimatèrent jamais à ces îles. Quand le Willowa ne soufflait pas, c'était la neige qui venait perturber l'activité de la base. Et ces jours-là, il y avait de l'activité pour tous. À cause d'un brouillard très dense et quasiment omniprésent, les pilotes ne pouvaient voler que certains jours jugés assez cléments, ce qui toutefois était loin de signifier un temps idéal. Les appareils de la 11e Air Force étaient prêts à décoller dans les délais les plus brefs, pour autant qu'une accalmie le permette.
Fin 42, début 43, tous les appareils disponibles dans les îles Aléoutiennes étaient mobilisés contre les positions japonaises à Attu et Kiska. Les commandants des unités de bombardiers étudiaient soigneusement les dernières photographies aériennes de ces positions ennemies. Concentrant leur effort contre les installations vitales pour l'ennemi, telles la piste d'atterrissage, le hangar des avions ou l'artillerie côtière, l'aviation américaine pourrait empêcher toute offensive japonaise contre leur nouvelle base. Avant chaque mission, les cibles spécifiques étaient déterminées lors du briefing. Puis, dès que le temps le permettait, ils entamaient les 400 km les séparant de leur objectif. Quelles que soient les prévisions météo, les pilotes n'étaient jamais certains de rencontrer des conditions favorables au-dessus de leur cible. Le temps dans les Aléoutiennes était très changeant et les aviateurs avaient appris la précarité d'une bonne visibilité. La seule règle était de faire route à l'ouest et d'espérer. Les Américains n'avaient aucune certitude au sujet des ambitions territoriales japonaises dans le Pacifique Nord. L'unique moyen d'arrêter leur expansion était pour la 11e Air Force de bombarder leur installation sur Attu et Kiska aussi souvent que possible. Il était évident, même pour le sceptique état-major de la marine, que l'aviation était la clé de la victoire dans les Aléoutiennes. L'US Air Force partageait cette opinion depuis longtemps déjà. En 1922, le général Billy Mitchell avait dit « L'Alaska pourrait être le point de départ d'une invasion venue de l'Orient, et il ne peut être défendu que par une force aérienne. » En 1940, le colonel Buckner, commandant des forces terrestres en Alaska, déclara « Une seule escadrille de bombardiers lourds, mais plus précieuse que toute une division de soldats. » Le bombardement régulier de Kiska fut un élément déterminant dans l'issue des combats dans les Aléoutiennes. Mais ces missions ne furent jamais routinières. La DCA sur Kiska était particulièrement active. Lors des premières missions, le largage des bombes se faisait visuellement. Il était capital de bombarder sans relâche le terrain d'aviation de Salmon Lagoon. Le harcèlement permanent de cette piste freinait sa constante remise en état et empêchait l'arrivée de nouveaux appareils ennemis. Évoluant sous le feu nourri de la DCA, les bombardiers avaient aussi maille à partir avec les chasseurs japonais. Mais le bombardement des positions ennemies n'était qu'une moitié de la mission. Si le temps était clément sur l'objectif, il était probable que le retour s'effectuerait dans le brouillard. Les pilotes de la 11e Air Force avaient constamment à l'esprit que la mort par le froid les attendait, même s'ils pouvaient faire un atterrissage forcé. Au retour, le plus beau paysage du monde était la vision de la tour de contrôle. À cause du climat, chaque atterrissage dans les Aléoutiennes relevait de l'aventure, même pour les pilotes chevronnés. La plupart des pilotes de la 11e Air Force avaient été entraînés au Texas, avaient à reviser toutes leurs connaissances. Comme le parc d'appareils opérant en Alaska et dans les Aléoutiennes était très limité, la perte même d'un seul avion aurait été cruelle. Pour les pilotes, le brouillard, le fort vent, la pluie ou la glace étaient des périls plus fréquents que l'ennemi lui-même. Une fois au sol, les pilotes échangeaient des balles ennemies et des commentaires sur leur mission. Un raid couronné de succès contre les bases ennemies aidait à supporter la monotonie des journées.
En mai 1943, des troupes d'assaut américaines prirent la direction d'Attu. Le matin du 11 mai, les navires étaient au large de l'île. Débarqués depuis des sous-marins, des éclaireurs précédèrent les troupes d'assaut pour reconnaître le périmètre à l'intérieur des côtes et détruire les installations ennemies chaque fois que c'était possible. Puis, à 2 heures de l'après-midi, les navires déclenchèrent un tir de barrage pour couvrir le débarquement principal. Après plusieurs retards, les troupes atteignirent les plages nord de l'île au milieu de l'après-midi. Elles accostèrent à moins de 5 km du principal camp japonais sur l'île. La couverture aérienne était réduite à cause d'un épais brouillard recouvrant Attu. De l'autre côté de l'île, le plus gros des forces américaines accédait à un point donné, la vallée du Massacre, ce qui ne fut pas sans mettre mal à l'aise les hommes de la 7e division de GI. La position fut établie sans résistance, mais il était vital pour les GI de s'emparer de tout ou partie de la colline avant que les combats ne recommencent réellement. Les troupes creusèrent des trous d'hommes, prêts à défendre leur ligne. Depuis les hauteurs, l'ennemi dominait toute la vallée. Si les troupes japonaises étaient 5 fois inférieures en nombre, leur position leur donnait un net avantage. Les combats débutèrent en fin d'après-midi. Les troupes américaines ouvrirent le feu sur les positions ennemies. Les GI étaient handicapés par un équipement et des uniformes qui ne révélaient inadaptés au terrain et au climat des Aléoutiennes. L'ennemi, par contre, était parfaitement préparé et équipé pour ce type de combat. Les Japonais luttaient furieusement pour préserver leur position stratégique sur les hauteurs. Quelques GI réussirent presque à atteindre les sommets avant d'être repoussés sous le terrible feu de l'ennemi. Pendant 19 jours, la bataille d'Attu fit rage. Finalement, après une dernière charge désespérée, les défenses japonaises s'écroulèrent. Cette attaque frénétique amena les troupes nippones à l'intérieur des lignes américaines où elles furent virtuellement balayées sur place. La plupart des Japonais qui avaient survécu au combat d'homme à homme préférèrent se suicider plutôt que de se rendre. Après l'anéantissement de ses troupes sur l'île, le haut commandement impérial japonais à Tokyo reconnut sa défaite le 30 mai 1943. Lors de ces combats, menés principalement par la 7e division de GI, 1100 hommes furent blessés. 400 hommes laissèrent leur vie pour la reconquête de Attu. O merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whosoever believeth shall live, though he die, and whosoever liveth and believeth in him shall not die eternally, who also hath taught us by his holy apostle St. Paul not to be sorry, as men without hope, for those who sleep in him. We humbly beseech thee, O Father, to raise us from the death of sin unto the life of righteousness. Attu ayant été repris, Kiska devenait indéfendable pour les Japonais. Aussi, abandonnèrent-ils l'île fin juillet. L'évacuation s'effectua sous couvert d'un épais brouillard. Les navires ennemis ne furent repérés par aucune patrouille. Le 15 août, une puissante force d'invasion se préparait à l'assaut. Pour mener l'attaque, la 7e division de GI serait épaulée par quelques unités de l'armée canadienne. Les GI, qui conduiraient l'assaut, s'attendaient à une défense ennemie 7 fois plus redoutable que sur Attu. Les troupes américaines étaient prêtes à déferler sur les plages pour surpasser l'ennemi. 7000 hommes furent débarqués en 14 heures. En renfort, 4000 hommes se tenaient prêts à le faire si cela s'avérait nécessaire.
Ayant tiré la leçon des erreurs faites à Attu, l'invasion de Kiska avait été minutieusement préparée. Les équipements appropriés et nécessaires furent eux aussi débarqués aussi rapidement que possible. Après plus d'une année de guerre dans les îles Aléoutiennes avec un matériel mal adapté, les Américains disposaient enfin d'une force d'intervention digne de ce nom. Kiska représentait l'aboutissement de l'effort de guerre américain dans les Aléoutiennes. Mais les troupes ne rencontrèrent aucun Japonais. Partout s'étalait l'épreuve du considérable ouvrage effectué dans le périmètre par la marine et l'aviation américaine. L'ennemi avait subi un bombardement incessant pendant toute une année avant d'évacuer l'île. Les installations japonaises laissaient imaginer la violence des combats si le débarquement s'était effectué 1 ou 2 mois plus tôt. La plupart des GIs furent soulagés de cette attaque et qui se réduisait en fait à de simples occupations. Les Japonais avaient quitté la place, mais non pas sans avoir piégé leur installation. Au Japon, la production de matériel de guerre ne cessait de s'accroître depuis que ses troupes perdaient du terrain dans le Pacifique. Aussitôt après le début de la guerre contre les États-Unis et les alliés occidentaux, la pénurie de main-d'œuvre japonaise s'accentua. 3 mois seulement après l'attaque de Pearl Harbor, chaque Japonais de plus de 15 ans, homme ou femme, fut contraint de travailler. Les ouvriers pouvaient être déplacés de ville en ville selon les besoins. Le salaire quotidien variait de 1 yen à un peu plus d'1 yen et demi, soit environ 1 franc 25 à 2 francs de l'époque. La journée de travail était de 16 heures, et ce, 7 jours sur 7. En plus de leurs 16 heures quotidiennes, les ouvriers devaient travailler 2 nuits par semaine. Les femmes constituaient la majeure partie de la main-d'œuvre. Chaque Japonais valide, ayant dépassé l'âge scolaire, travaillait pour l'effort de guerre. Toutes les ressources et l'énergie disponibles du Japon étaient consacrées à l'écrasement de l'ennemi américain, dans une victoire éclatante pour l'empereur et les dirigeants militaires. Les îles Aléoutiennes étant totalement reprises, le haut commandement américain tourna son attention plus à l'ouest vers les îles Kuril. Paramushiro, l'objectif principal, fut régulièrement bombardé par les avions américains à partir de l'été 1943. Sur leur route, les pilotes se faisaient la main sur des navires japonais. Puis, ils s'approchaient des îles Kuril. Plus d'occasions se présentaient. Ces vols de 1300 km depuis les Aléoutiennes jusqu'au nord des îles Kuril devinrent rapidement la routine. Les cibles privilégiées de Paramushiro étaient les terrains d'aviation et les conserveries de poissons. Aucune n'était négligée. De 1943 jusqu'à la fin de la guerre, la 11e Air Force neutralisa totalement Paramushiro. Les forces aériennes américaines avaient réussi à faire perdre pied aux Japonais dans le Pacifique Nord. Sous l'équateur, en Nouvelle-Guinée, repousser l'ennemi impliquait un type de combat bien différent. Dans la jungle, la bataille contre les Japonais faisait rage depuis le tout début de la guerre.